manchots! Test et découverte de la distribution Zorin OS 16 version Core. C'est la version gratuite. Alors vous avez vu la page d'accueil lorsque vous avez fini d'installer Zorin OS 16. Donc l'installation s'est bien passée et nous avons donc l'écran d'accueil que vous avez ici. Alors vous pouvez faire non merci. Vous retournez ici, vous allez dans Outils système et vous allez dans Visite et vous allez pouvoir relancer l'écran d'accueil si vous ne l'avez pas vu passer. Et nous allons donc commencer la visite. C'est parti! Alors, l'écran d'accueil est plutôt bien fait. Ouvrir le menu pour lancer des applications. Donc le menu, c'est ce que nous avons en bas ici. Je clique ici et bien sûr, j'ouvre le menu des applications. Si je clique sur Accessoires, il me développe un menu. Et je peux refaire précédent, la bureautique c'est pareil, c'est le même principe. Donc je peux faire suivant, qui se trouve ici, et je vais pouvoir choisir l'apparence de votre bureau avec Zorin Appearance. Alors lancez Zorin Appearance, c'est parti. Ce que je vous conseille de faire tout de suite, donc le menu de Zorin Appearance c'est celui-ci, vous voyez, les petits choix avec les couleurs. Vous faites un clic droit et vous faites ajouter aux favoris. Voilà, ça c'est fait. Le menu sera toujours présent ici dans la barre de tâches qui se trouve ici. Si je ferme le menu Zorin Apparence, vous voyez, il est toujours présent ici. Alors, c'est assez sympathique, la distribution. Comme vous voyez, vous avez une petite coche qui se trouve tout en bas. C'est pour dire les logiciels qui sont lancés. Donc, je vais lancer Zorin Apparence. Alors, soit par ici, ou soit par ici, pour l'instant. On est dans le menu pour la visite. Et là, vous avez le choix de plusieurs apparences pour Zorin OS. Alors, si je descends dans le menu qui se trouve ici, vous avez obtenu plus de thèmes de bureau. Et là, je vais faire en savoir plus. Comme ça, je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Alors, la distribution Zorin OS est proposée en plusieurs versions. Nous avons donc la version Pro qui se trouve ici, qui vous sera facturée dans les 40 €, je crois. Parce que là, on a 39 $, mais il faut rajouter la TVA et on arrive aux alentours de 40 € d'après quelques informations que j'ai. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 40 € que vous allez verser, c'est plus une participation à la distribution. Ce n'est pas un achat de distribution, bien sûr, vous allez l'acheter, mais ce que vous allez avoir en échange, ce n'est pas extraordinaire. Il faut voir ça plus dans une motivation pour le développement de cette distribution que dans un achat. Donc, vous allez avoir des options supplémentaires si vous achetez la distribution. Vous aurez une version macOS de votre interface de bureau, une version Windows 11 Link qui se trouve ici, ou une Windows classique, Like, ou une Ubuntu Like. Alors ça, c'est la version Pro. Je n'ai pas la version Pro, nous avons la version gratuite. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc nous avons la Windows Link. La Windows Link, c'est ce que j'ai ici. Donc la Windows Link, c'est ça. On a le menu Zorin qui se trouve à gauche, et puis les options que vous avez ici, c'est la même chose. Donc ça, c'est la version que nous avons dans le menu des apparences, qui se trouve ici. Donc ça, c'est la Windows Link, d'accord? Ensuite, nous avons la Windows List. Alors, la Windows List, si je clique ici, vous voyez, les options ici vont être différentes. Vous allez avoir les menus, ils vont être développés avec le nom des logiciels qui sont lancés. Sound Recorder, Recent Document, Contact. Alors, à quoi ça ressemble? C'est très simple. Si je lance, par exemple, le logiciel de fichier qui se trouve ici, voilà, j'ai lancé le logiciel de fichier. Alors là, nous sommes en version classique de Windows. Et là, je vais aller dans le menu thème et je vais choisir le thème qui se trouve ici. C'est le Windows List. Je clique sur Windows List et l'intérêt de cette distribution de Zorin OS, c'est que tout de suite, vous avez le changement des apparences. Et comme vous le voyez, même maintenant, dans la barre de tâches ici, le nom des logiciels et des distributions qui sont lancés. D'accord? Donc, ce n'est pas bien compliqué à utiliser. Donc ça, c'est le Windows List. Alors, si je retourne ici, on a aussi le Touch. Alors, le Touch, comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Vous aurez une petite barre de menu qui se trouve à gauche et le logiciel. Donc ça ressemble un peu à du Mac. Donc là, je vais lancer cette version. Donc à ce moment-là, je vais dans Zorin Apparence. Je retourne ici et je vais choisir cette option-là. Donc ça, c'est les versions gratuites qui sont disponibles. Et là, vous avez un nouveau menu qui apparaît
avec à gauche afficher les applications. Hop, voilà, j'affiche les applications, ça ressemble un petit peu à Ubuntu en général. Et là, vous avez les logiciels qui sont lancés, bien sûr, comme d'habitude. Et vous avez ensuite le menu qui se trouve ici. Alors, ce menu-là, il l'appelle GNOME Shell. Ça, c'est la version GNOME Shell. Donc, qui va se présenter comme ceci. Alors, l'intérêt du logiciel, c'est que c'est instantané. Vous testez tout de suite la version et les apparences. Alors, donc, c'est assez rapide. Alors là, pour avoir le menu GNOME Shell qui apparaît ici, comme vous le voyez à gauche, il va falloir cliquer sur le menu qui se trouve en haut à gauche. Là, vous cliquez et vous allez pouvoir avoir les menus qui apparaissent. Vous allez pouvoir lancer le navigateur Internet. Moi, ça, c'est le navigateur Internet. Sinon, l'option pour avoir le menu qui apparaît à gauche, c'est d'appuyer sur la touche qui se trouve à gauche de votre, tout en bas à gauche de votre clavier, qui ressemble à une touche Windows. Vous appuyez sur ce qu'on appelle la touche Super aussi. Vous appuyez sur la touche Super ou Windows et là, vous avez le menu qui apparaît ou qui disparaît. Donc ça, c'est une question d'habitude. C'est à vous de voir comment vous utilisez votre ordinateur. Alors, pour moi, pour l'instant, je vais laisser en Windows List. Je crois que c'est ça. Non, c'est Windows Like. Donc, je vais utiliser Windows Like pour vous présenter la distribution. Ça sera plus simple pour tout le monde. On passe sur les mêmes bases pour tout le monde. Vous avez choisi l'apparence qui vous intéresse. Nous allons choisir maintenant le thème. Alors, le thème, ici, vous pouvez choisir les couleurs. Alors, comment ça se passe? Si je lance ici le logiciel d'explorateur de fichiers, et vous allez pouvoir choisir, par exemple, le vert pour les écolos. Hop, voilà, ça c'est vert. Vous pouvez choisir orange ou rouge, violet ou gris. C'est à vous de voir. Donc, nous allons rester sur le thème bleu, classique pour l'instant. Et ici, vous avez plusieurs arrière-plans qui sont un petit peu différents. Alors là, c'est-à-dire que vous avez un fond clair, vous avez un fond foncé, ou vous avez le choix ici avec jour-nuit. C'est-à-dire, dans la période de jour, vous aurez l'apparence claire ici, et quand vous arriverez dans la soirée, le thème va changer et vous allez passer sur le thème sombre. Voilà, ça c'est le thème de l'arrière-plan qui va changer. Je vais revenir sur le thème clair pour rester sur un thème classique. Alors, il est possible de choisir autre ici, et d'avoir d'autres thèmes disponibles. Ici, High Color, High Contrast. Si je mets High Contrast, par exemple, hop, vous voyez, tout va passer en noir et blanc ici. Donc, on va rester en High Color, Zorin OS, on va se mettre en bleu ici, et on va rester en apparent. Donc, vous voyez, c'est très simple à utiliser, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Nous allons maintenant choisir l'interface. Alors, l'interface, c'est quoi? Alors, c'est assez pratique à utiliser cette distribution. Les boutons de la barre de titre, c'est les boutons qui se trouvent ici, les trois petits boutons. Alors, je vais les passer à gauche. Comme vous les voyez, ils sont passés à gauche, c'est à la Windows, je crois. Windows, je crois qu'il est configuré à gauche, les boutons. Bon, moi, je suis habitué à passer d'un côté gauche au côté droit, ça ne me pose pas de problème. Alors, on peut le ramener du côté droit, et vous voyez, ça fonctionne. Gauche ou droite, et on peut ici activer les animations. Alors, les animations, c'est quoi? Si je clique ici, je vais avoir un menu qui va apparaître. Hop, voilà. Hop. Et je pense que si je désactive les animations, on va le voir tout de suite s'il y a des animations. Hop, voilà. Vous voyez, c'est instantané. Il n'y a pas d'animation. On passe directement sur le menu. Donc, je vais laisser activer les animations. Alors, le mode gelé, qu'est-ce que c'est? Je vais activer le mode gelé, c'est ça. Voilà. C'est un peu plus joli. Il y a un peu de gelé ici. Alors, sans le mode gelé, ça donne ça. Voilà, rien d'extraordinaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, touche super, aperçu des activités. Donc, la touche super, c'est la touche Windows qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. La touche super, voilà ce que ça donne. C'est pour l'aperçu des activités. Alors, on peut voir Zorin menu. On peut faire Zorin menu si j'active. Hop, voilà. Zorin menu, c'est le menu que vous avez à gauche ici, que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Le principe, c'est de configurer la distribution pour qu'elle corresponde à vos besoins. Alors, nous avons fait le tour des paramètres ici de l'interface et nous avons paramètres de la barre de tâches. Alors, la barre de tâches, c'est la barre qui se trouve tout en bas. Alors, je peux configurer bien sûr la barre de tâches, augmenter la taille de la barre de tâches. Donc là, c'est à vous de voir, suivant la taille de votre écran, on va les laisser sur 48 et on peut faire le masquage intelligent du panneau. Hop, regardez. Donc là, le masquage intelligent, regardez, ça disparaît en suivant comment je vais l'utiliser. Alors, on peut faire des paramètres ici.
thème arrondi flottant, hein, c'est ce qu'on a vu. Hop, là, vous voyez, regarde, il n'y a plus de thème arrondi flottant. Alors j'aime bien le thème arrondi flottant, c'est assez sympa. On peut faire même restaurer les paramètres par défaut. Ici, je vais fermer et je vais désactiver pour l'instant le masquage intelligent pour que tout le monde puisse suivre assez facilement comment réagit la distribution. Ensuite, vous avez dans la barre de tâches, vous avez la position. Alors voilà, c'est intéressant aussi ce menu parce que vous pouvez le mettre en haut. Vous pouvez mettre le menu en haut, vous pouvez le mettre à gauche, regardez, ici il apparaît tout de suite à gauche et vous pouvez le mettre à droite, c'est à vous de voir. Donc là, je vais le mettre en bas et vous avez aussi des menus ici qui peuvent être visibles ou masqués. Par exemple, ici je peux cliquer sur bouton pour afficher le bureau. Alors je peux le mettre visible et vous voyez, le menu est apparu ici. Donc ça me permet d'afficher directement le bureau. Vous voyez, je reviens directement sur le bureau. Ça peut être intéressant pour certaines personnes pour accéder directement au bureau. Donc je reviens ici sur mon thème, je peux le mettre non visible, ça c'est comme vous voulez. Afficher les applications, donc là c'est pareil, je peux faire visible. Donc ça c'est le petit menu qui se trouve ici. Afficher les applications, hop, je clique ici, vous voyez, il y a une animation sur le menu, hop, voilà, et je peux le faire non visible. Alors c'est à vous de voir, hein. Alors c'est la zone de gauche, non, je me suis trompé de bouton, c'est afficher les applications, donc c'est celui-ci. Hop, voilà, là il a disparu, je peux le faire visible, là il apparaît, hop, hop, ça disparaît. Et si je reviens, sur l'apparence et j'étais ici sur l'interface, comme vous avez pu le voir, activer les animations, c'est le menu que nous avons ici, je désactive les animations et vous voyez, paf, là c'est instantané, il n'y a pas d'animation, là je suis avec les animations, pouf, voilà, en gros c'est ça les animations. Donc je désactive, je reviens sur le bureau, interface, paramètres des barres de tâches, c'est là que nous étions tout à l'heure, la position, voilà. Alors là, je crois que nous avons fait le tour pour la position et nous allons aller voir sur le comportement maintenant. Le comportement, afficher les applications favorites. Donc oui, ça on peut faire. Donc les applications favorites, je suppose que c'est ce que nous avons en bas. Si je décoche, hop, voilà, ça disparaît. Donc c'est les applications qui sont en favoris. Si je clique ici à droite, vous voyez, enlever des favoris, hein. Là, pour l'instant, Firefox est en favori, c'est pour ça qu'il apparaît ici. Pour l'instant, je n'ai pas fait de traduction de la distribution. Et là, je veux que c'est Zorin Taskbar. Mais bon, nous allons faire le tour de la distribution sans faire de traduction. Et nous allons voir qu'elle est plutôt bien foutue, cette distribution. Isoler les espaces de travail, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Dégrouper les applications. Donc vous avez plusieurs configurations ici qui sont disponibles, qui sont à tester, hein. C'est assez simple à utiliser. Alors, nous avons ici les actions pour configurer le clic de la souris. Si je prends un exemple, par exemple, clic de la molette, c'est lancer une nouvelle instance d'un logiciel. Je vais prendre l'exemple ici de Firefox. Si je clique sur la molette de la souris, nous avons maintenant deux logiciels de Firefox qui sont lancés. Alors ça, c'est la page d'accueil de ZorinOS. Hein, quand vous allez lancer Firefox, c'est la page que vous allez avoir au début. Il sera possible, bien sûr, de configurer et de changer. Alors ici, le menu est toujours en anglais et nous verrons comment traduire tout ça en français rapidement. Alors ça, c'était pour la barre de tâches que nous avons tout en bas. Et le logiciel Zorin Apparence, je relance ici. Donc nous étions donc arrivés sur l'interface avec paramètres de bureau et des tâches. Et nous allons maintenant aller sur le bureau. Icône sur le bureau. Alors, je peux valider les icônes sur le bureau. Je peux rajouter mon dossier personnel, la corbeille, les volumes montés et les serveurs réseau. Alors, il n'y a pas de serveur réseau, donc pour l'instant, on va par exemple cocher ces options-là et nous allons voir ici les menus qui apparaissent directement. La police, bon, je n'y touche pas, hein. Le plus simple, c'est de laisser la config par défaut. Alors voilà, nous avons fait le tour de Zorin Apparence pour configurer facilement votre distribution. Vous avez vu, ce n'est pas bien compliqué et nous allons donc faire suivant pour passer aux options suivantes. Connecter votre compte en ligne. Alors ça, c'est super, hein, je l'ai testé et nous allons faire un test ensemble pour vous expliquer comment ça marche, rien de bien compliqué. Alors, d'abord, je vais aller dans bureautique ici pour vous montrer et là, évolution. Évolution, c'est le logiciel. C'est votre client mail. Je lance évolution et comme vous le voyez, pour l'instant, je n'ai pas de compte de configuré. Ma boîte mail est ici sur cet ordinateur, mais pour l'instant, dans la boîte d'envoi, dans la boîte de réception, il n'y a rien, dans la boîte d'envoi non plus.
Pour l'instant, ma boîte mail n'est pas configurée et c'est le logiciel Evolution qui sera utilisé sur Zorin OS. Alors, je vais vous montrer comment ajouter un compte. Et c'est assez formidable. Là, j'ai mon compte Gmail. Je vais mettre ici mon compte Google avec mon adresse mail et je fais suivant. Ensuite, il va me demander mon mot de passe. Donc là, je valide mon mot de passe de mon compte Google et je fais suivant. Là, il va détecter mon compte Google. Gnome souhaite accéder à votre compte Google. Donc là, vous validez tout. Et vous faites autoriser. Vous aurez un message dans votre boîte mail, comme quoi un nouveau compte s'est connecté à votre compte Google. Là, vous laissez bien sûr tout activer, c'est à vous de voir, mais généralement on laisse tout activer pour ne pas avoir de soucis. Et je fais fermer ici. Voilà, mon compte Google libre à Quimperlé a été configuré. Alors, à quoi ça va me servir? Par exemple, si je prends l'exemple de l'agenda de Google, si vous avez un compte Google avec un téléphone Android, alors mon téléphone c'est pas vraiment Android, c'est un Huawei, donc je n'ai pas d'agenda Google à l'intérieur, donc ça ne fonctionne pas avec mon téléphone, mais si vous avez Android sur votre téléphone, votre agenda sera synchronisé ici. Alors si je prends un exemple, là pour l'instant, hop, je prends le 30 septembre, c'est joyeux anniversaire. Ah bah, c'est mon anniversaire. Il faudra profiter pour me souhaiter mon anniversaire, ça sera le 30 septembre. Alors juste pour info, le 29 c'est ma fête, donc je compte sur vous pour me souhaiter ma fête aussi. Donc là, en fin de compte, si vous avez un agenda Google avec Android, vous aurez une synchronisation automatique de votre agenda avec le compte qui se trouve ici. Donc ça, c'est le principe. Je ne peux pas vous montrer d'exemple puisque mon téléphone est sous Huawei et ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que j'ai découvert avec cette distribution, c'est qu'en fin de compte, nous avons la bureautique qui se trouve ici et le logiciel Evolution qui est le client mail. Et comme vous allez le voir, il a configuré automatiquement la boîte mail avec mon compte libre à Quimperlé. Donc ça, c'est assez magique. Donc je ne clique pas à l'intérieur, mais en fin de compte, vous voyez, libre à Quimperlé a été configuré et automatiquement, j'ai ma boîte mail qui a été configurée. Vous voyez, c'est simple et pratique à utiliser. Donc le problème de cette distribution, c'est que bon, les tutos, il n'y aura pas grand chose à faire pour vous montrer comment fonctionne cette distribution. Alors, je vais faire fermer ici. Donc ça, c'était pour connecter vos comptes en ligne. Donc dans les comptes en ligne, bien sûr, vous avez Microsoft, si vous avez un compte Microsoft. Nous allons maintenant cliquer sur suivant et lier votre téléphone avec votre ordinateur avec Zorin Connect. Alors, ça aussi, c'est extraordinaire. En plus, ça fonctionne. Donc là, j'ai été un peu bluffé parce que ce n'est pas très compliqué à utiliser. Alors, le principe de Zorin Connect, c'est quoi? C'est de connecter votre téléphone Android à votre ordinateur. Et pour cela, il faudra installer Zorin Connect sur votre téléphone. Vous allez sur votre Play Store, vous cherchez Zorin Connect et vous l'installez sur votre téléphone. Alors, j'ai trouvé pour mon téléphone Huawei, j'ai trouvé l'application Zorin Connect en allant sur le APK Pure. Et là, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé Zorin Connect. Je l'ai installé sur mon téléphone et nous allons voir ensemble comment ça fonctionne. Alors, nous allons maintenant tester Zorin Connect. Alors pour cela, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve ici, lancer Zorin Connect. Alors, ce qu'il faudra faire sur votre smartphone, c'est installer le logiciel Zorin Connect que vous allez trouver sur le Play Store. Moi, je l'ai trouvé dans l'APK Pure pour l'installer sur mon Huawei. Ensuite, vous cliquez sur Zorin Connect qui se trouve ici. Hop, c'est parti. Alors, il va bien sûr rechercher un périphérique. Alors, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur le réseau Wi-Fi et vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Alors, bien sûr, il faut se connecter sur le même réseau Wi-Fi qui se trouve sur votre ordinateur. Donc, mon ordinateur est connecté à la Freebox Linux et sur mon téléphone, je suis connecté aussi au réseau Freebox Linux. Il faut être sur le même réseau. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Zorin Connect. Et là, il va chercher ce qui se trouve sur le réseau. Alors, qu'est-ce que va faire Zorin Connect? Synchroniser les notifications, parcourir les photos sur votre téléphone, répondre à des messages SMS, partager des fichiers, utiliser votre téléphone comme télécommande. Bon, ça, je ne le ferai pas. Vous le découvrirez vous-même. Alors, ensuite, pour l'instant, il vient de trouver mon appareil. Mais il suffit de cliquer ici pour rechercher l'appareil. Puisque là, je l'ai déjà connecté et
il l'a déjà trouvé. Mais le principe, c'est de faire une recherche ici en cliquant sur appareil. Là, il a trouvé mon téléphone et nous allons donc l'associer. L'appareil n'est pas appairé. Là, sur mon téléphone, il est apparu, périphérique disponible. Je clique sur le téléphone et je fais demande d'association. Voilà, ça sera le principe. Il faut associer votre téléphone à votre ordinateur. Et là, vous faites accepter l'association. Je fais sur accepter et comme vous pouvez le voir ici, maintenant vous allez avoir accès à des paramètres. Paramètres de partage, vous avez accès à votre batterie de votre téléphone, donc notification de batterie faible, notification que vous pouvez cocher, les commandes, là je ne connais pas trop, notifications. Donc là vous pouvez avoir toutes les notifications de votre téléphone, synchroniser les notifications, partage, quand c'est actif, bras 0, donc ça c'est les notifications qui vont arriver sur votre téléphone depuis les applications de Zorin. Ensuite le téléphone, donc on peut mettre en place en pause le média, donc là il y a quelques configurations possibles, le raccourci clavier et les services avancés. Bon, ils sont tous cochés ici, donc vous pouvez laisser tout cocher comme nous l'avons ici. Alors ici on a un menu, donc faire sonner par exemple le téléphone. Donc je vais lancer par exemple faire sonner le téléphone, hop, et ça sonne sur le téléphone. Bon, ça c'est basique, mais ensuite vous avez d'autres menus ici que nous allons voir ensemble. Alors là je vais fermer le menu qui se trouve ici. Ça c'était le menu de configuration. Maintenant le menu que vous allez pouvoir utiliser pour votre téléphone, c'est celui-ci. Voilà. Là, vous avez un menu Nox NX, donc ça c'est mon téléphone. Donc là, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, faire sonner le téléphone, les photos, le partage. Alors, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est sur le téléphone, il faut activer tous les menus pour donner les autorisations au téléphone. Alors, comment ça fonctionne? Alors bon, je ne maîtrise pas trop, je ne suis pas un expert en la matière, mais je vais essayer de vous aiguiller au maximum. Donc, ce qu'il faut faire, c'est certains modules externes nécessitent des permissions pour fonctionner, tapez pour plus d'informations. Donc là, envoyer des SMS, il faudra autoriser l'envoi de SMS pour votre téléphone. Donc vous faites autoriser, autoriser, voilà. Et le menu ensuite, il disparaît. Contrôle du lecteur multimédia, vous faites autoriser ici, et Zorin Connect, vous faites autoriser. Alors c'est à vous de voir, mais si vous voulez avoir toutes les options de disponibles pour faire fonctionner Zorin Connect avec votre ordinateur, il faudra activer toutes les options. Alors, accès au téléphone, je fais autoriser. Synchroniser les contacts, je vais faire oui aussi pour avoir les contacts de ma messagerie et envoyer des SMS depuis mon ordinateur avec l'ordinateur. Mon récepteur de souris, bon, je ne vais pas l'utiliser. Exposer le système de fichiers. Donc ça, on peut faire aussi, exposer le système de fichiers. Donc emplacement de stockage configuré. Ajouter un emplacement de stockage, sélectionner un emplacement de stockage. Là, je suis revenu en arrière. Je suis revenu en arrière à la racine du téléphone et je vais faire autoriser l'accès au Nox NX09. Donc comme ça, j'aurai accès à tout mon téléphone, autoriser l'accès sur le Nox et je vais faire autoriser. Voilà. Primary, hop, on va faire ça comme ça pour voir. Alors, je ne suis pas sûr, bien sûr. Save file, partager et recevoir. Donc je vais faire aussi. OK ici, autoriser, accéder aux photos, autoriser l'accès à Nox machin, hop, c'est parti, autoriser, voilà. Donc là, j'ai donné toutes les autorisations au téléphone pour communiquer avec mon ordinateur sous Zorin OS. Envoi de fichiers. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple d'envoi des images, et voilà, j'ai directement accès à ma bibliothèque d'images, et je peux envoyer directement des images sur mon ordinateur. J'ai accès à mon fichier audio aussi, donc le fichier audio, donc je peux directement envoyer des fichiers audio vers mon ordinateur et les vidéos. Quand j'aurai fait ma vidéo, j'aurai pouvoir l'envoyer sur l'ordinateur. C'est les vidéos que je suis en train de préparer et je peux les envoyer maintenant directement. Alors je vais prendre un exemple avec le fichier image qui se trouve ici. Voilà, le transfert a été fait et il est arrivé directement sur l'ordinateur. Hop, et je peux faire ouvrir le dossier. Et là, je vois l'image qui est arrivée ici. Donc, c'est celle-ci qui est arrivée. Alors, j'ai fait des essais juste avant. J'ai envoyé des images comme celle-ci. Elle est arrivée directement sur l'ordinateur. C'est directement envoyé dans le dossier téléchargement. Donc, c'est là que ça va arriver l'envoi de fichiers. Alors, je peux recliquer, par exemple, sur l'envoi de fichiers.
aller directement dans un dossier comme DCIM, par exemple, je peux aller sur la caméra. Et là, j'ai toutes les photos qui sont présentes sur mon ordinateur. Hein. Je peux. Alors là, ils sont rangés. Hop, on peut peut-être les trier par nom de A à Z, modifier les plus récents d'abord. Hop, voilà, ça c'est les photos les plus récentes. Alors ce matin, dans mon jardin, qu'est-ce que j'avais? Hop, voilà, je vais faire celui-ci. Je fais terminer ici. Hop, et la photo arrive directement sur l'ordinateur dans le dossier téléchargement. Réception. Donc là, on attend, hein, le fichier est peut-être un petit peu plus volumineux. Voilà, voilà ce que j'avais ce matin dans mon jardin, un pis vert. Alors j'avais plein de pis aussi, il y avait 5 pis et le pis vert au milieu qui se promenait aussi. Donc voilà, c'est assez pratique le transfert d'images sur l'ordinateur avec Zorin Connect. Donc voilà pour le principe. Et nous pourrons prendre aussi une photo. Alors je vais prendre l'exemple pour prendre une photo. Vous avez souvent des documents à scanner ou à transférer sur votre ordinateur. Alors ça c'est assez pratique. Hein. Donc je vais cliquer sur photo ici sur l'ordinateur et hop, automatiquement vous allez voir, oui, l'appareil photo qui est sur l'ordinateur est activé. Ensuite je peux prendre ici une photo. Je vais prendre la photo et vous allez voir, elle va arriver directement sur l'ordinateur. Je prends la photo, je valide en haut à droite et voilà. La photo est transférée automatiquement vers l'ordinateur. Ah, vous voyez, elle s'affiche sur l'ordinateur, donc ce n'est pas bien compliqué, hein, vous avez vu. La photo est directement transférée. Alors, elle arrive où? Elle doit arriver sûrement dans le dossier téléchargement. Hop, téléchargement. Alors là, je ne la vois pas dans le dossier téléchargement. Elle arrive peut-être dans le dossier image. Voilà, elle arrive directement dans le dossier image. Comme c'est une photo, elle arrive directement dans le dossier image. Donc ça sera à vous ensuite de la classer, mais vous voyez le principe, c'est quand même assez pratique. Alors ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce téléphone? Donc là, j'ai un accès directement ici, je peux faire de la messagerie. Alors pour cela, vous allez cliquer sur le plus ici et je vais pouvoir envoyer des messages. Comme j'ai activé le partage des contacts, hop, j'ai tous mes contacts qui sont ici. Je vais envoyer un message sur le téléphone de ma femme. Donc c'est parti. Test de Zorin Connect. Donc je vais envoyer le message sur le téléphone de ma femme. Le message vient d'arriver. Je vais répondre sur le téléphone. OK, bien reçu. Je valide. Sur mon téléphone, ça a sonné bien sûr. Et sur ici, je peux faire répondre. Je peux directement répondre au message directement ici. Je vais faire salut. Et je vais envoyer le message, hop, et normalement il va directement être transféré. Et c'est le cas, hein, il est transféré directement sur le téléphone, il n'y a pas eu la musique parce que le logiciel est resté ouvert, mais ça a fonctionné. Donc vous avez vu, c'est quand même assez pratique. Hein. Le menu, ils apparaissent ici et vous pouvez directement communiquer avec votre téléphone. Le partage, donc le partage, on peut envoyer aussi des images directement depuis notre ordinateur sur le téléphone. Je vais prendre cette image là et je vais l'envoyer sur le téléphone. Alors c'est parti, on va voir où il arrive sur le téléphone. Transfert du fichier réussi. Alors là on le voit, fichier reçu de Michael. Hop. Alors je pense qu'il est arrivé là, hein, on le voit ici. Hop, voilà. Il y a eu 2 minutes, voilà, le fichier est arrivé là. Je peux cliquer dessus, voilà, l'image est arrivée ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la partager, la modifier, ensuite à vous de voir pour la classer, mais le principe est là, vous pouvez envoyer des images directement de l'ordinateur vers votre téléphone, ce que je n'utilise pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perdu. Donc voilà pour le principe de Zorin Connect. Je vous laisse vous amuser avec ce logiciel et vous m'en direz des nouvelles. Et nous allons continuer l'exploration de Zorin OS. Alors, maintenant je vais cliquer sur Suivant. Lancer software. Alors software, c'est la Logitech. Alors je vous explique un petit peu le principe de cette Logitech qui est assez pratique. Vous avez vu, elle s'est lancée très rapidement. Elle est beaucoup plus rapide que la Logitech de Ubuntu. L'avantage de cette Logitech, c'est très simple. Je vais lancer par exemple le logiciel qui s'appelle Kdenlive. Là, vous avez 2 possibilités. Alors je vais cliquer sur la première qui se trouve en bas et là nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Alors vous avez les snaps. Donc vous avez Kdenlive ici qui est disponible en version snap.
Vous le voyez ici, snapcraft.io, bootstick d'Exnap. Alors, dans la liste que nous avons ici, bon, la liste est complète. Hein. Vous avez des snaps, vous avez les Flatpak. Ça, c'est le FlatHub. Je peux cliquer sur le FlatHub et vous voyez, vous avez aussi les Flatpak qui sont disponibles. La Logitech prend en compte directement les Flatpak. C'est ça qui est intéressant. Alors, les Flatpak, c'est un peu comme les snaps. Hein. Donc, vous voyez, la taille des fichiers est quand même assez volumineuse. On a 218 mégabits d'installer et au téléchargement, vous avez 1 giga de données. Hein. Donc, pour les Flatpak, c'est la même chose que les snaps. Hein. C'est un petit peu plus volumineux. Alors là, je peux retourner sur les paquets de Zorin. Donc ça les paquets, c'est les paquets DEB. Vous voyez, c'est la version 4.19 et nous sommes sur la source Ubuntu Focal Universe. Donc ça, c'est la version qui est comme sur la version de Ubuntu 20.04. C'est la version DEB. Donc ça, c'est le gros intérêt de cette distribution, c'est qu'elle est compatible avec les snaps, les Flatpak et .deb. Alors, nous allons voir aussi LibreOffice. Par exemple, LibreOffice qui se trouve ici, qui est déjà installé. Donc si je prends LibreOffice Writer, que vous voyez ici, et vous allez voir que la source est différente. La source qui se trouve ici, ce sont des PPA Zorinos. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est les PPA Zorinos. Alors nous avons différentes versions de PPA qui sont installées, mais les deux sont cochés ici. Donc si je fais précédent, nous pouvons bien sûr installer un autre LibreOffice, c'est le LibreOffice qui se trouve ici. Et ça, c'est une version en Flatpak. La version Flatpak. Et ici, on a une autre version de LibreOffice. Et ça, c'est des snaps. Donc, vous avez encore 3 versions disponibles de LibreOffice. Alors, pourquoi nous avons des PPA? Alors, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Nous avons donc fait le tour de la Logitech. Je pense qu'on n'est plus très loin de la fin, mais je vais vous expliquer pour les PPA. Alors, ici, nous avons LibreOffice qui est installé et vous pouvez bien sûr installer une autre version de traitement de texte qui est OnlyOffice. Donc là, c'est possible de cliquer sur Installer. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Maintenant, nous allons cliquer sur Suivant. Et voilà, c'est fini. Nous espérons que vous avez apprécié ZorinOS. Je fais un clic droit et nous avons ici directement un accès aux paramètres. Hop. Donc ça, les paramètres qui se trouvent ici, comme la distribution est basée sur du Ubuntu, donc nous avons les paramètres de GNOME qui se trouvent ici. Vous avez un accès aux paramètres directement ici aussi, par le menu. Et vous avez aussi un accès aux paramètres en passant par ici. Alors, nous allons faire le tour ensemble des paramètres. Le mode avion, bien sûr, vous n'y touchez pas. Il ne faut pas cocher le mode avion, vous n'êtes pas en avion, donc il ne faut pas cocher cette option. Cette option va désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et toutes les connexions mobiles si vous cochez cette option. La seule option que vous devez cocher, c'est l'option qui se trouve tout en haut à droite, qui est ici connectée avec votre réseau Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Donc là, pour l'instant, je suis connecté. Ici, je peux aller voir des paramètres. Donc là, les paramètres de sécurité qui se trouvent ici, c'est là que vous allez pouvoir rentrer un mot de passe si jamais vous vous êtes trompé dans votre connexion Wi-Fi. Ensuite, le Bluetooth, bon, c'est du classique. Vous allez pouvoir connecter vos appareils en Bluetooth. L'arrière-plan, bon, l'arrière-plan est très joli, il n'y a pas de souci, je n'y touche pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Les notifications, bon, chez moi, généralement, toutes les notifications sont activées, ça ne me dérange pas beaucoup, les notifications, ce n'est pas vraiment gênant. Les applications, alors, je vous explique rapidement pour ce menu des applications. Si je prends l'exemple du logiciel GIMP qui est installé par défaut sur l'ordinateur, je peux directement accéder à GIMP ici, avoir les notifications de GIMP, ça je n'y touche pas, et tout en haut à droite vous avez ouvrir dans logiciel, c'est-à-dire qu'il va me lancer la Logitech, hop, et directement je vois le logiciel GIMP qui est installé en source ZorinOS. Donc c'est une source ZorinOS, donc c'est la version dev de ZorinOS, et je peux faire lancer le logiciel ou je peux le supprimer. C'est là que je vais pouvoir supprimer le logiciel GIMP. Alors, qu'est-ce que j'ai de disponible? J'ai aussi des FlatHub de disponibles pour la version GIMP. Alors, si je reviens en arrière, est-ce que j'ai d'autres versions de GIMP de disponibles? GIMP, voilà, GIMP. Donc, je lance le logiciel. Donc là, c'est la même chose. FlatHub ou .deb. Voilà ce que vous avez de disponible. Et vous pouvez supprimer le logiciel GIMP si vous n'en avez pas besoin directement avec l'application qui se trouve ici. Application.
Alors, confidentialité, bon, la première chose à faire dans confidentialité, c'est d'aller dans le menu de verrouillage de l'écran. Alors, personnellement, ici, je vais activer pour 10 minutes pour passer à l'écran noir. Et ici, je désactive le verrouillage automatique pour ne pas avoir de mot de passe à mettre au réveil de l'ordinateur. Ensuite, nous avons les comptes en ligne. Donc, les comptes en ligne, c'est ce que nous avons vu ensemble tout à l'heure. Donc, je passe. Le son, donc c'est là que vous allez pouvoir configurer votre son, hein, c'est du classique, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne. L'énergie. Alors, l'énergie, c'est, on fait un petit tour là-dessus, donc l'écran noir au bout de 10 minutes, ça c'est ce qu'on a configuré tout à l'heure, et ici nous avons bouton de mise en veille et extinction. Donc sur votre ordinateur, vous avez un bouton pour éteindre votre ordinateur, et donc c'est l'option qui se trouve ici, mettre en veille. Si j'appuie sur mon bouton d'extinction sur l'ordinateur, il va se mettre en veille. Sauf que ici, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un petit bug. Il ne passe pas en veille. Il va bloquer le système et je vais être obligé de le redémarrer. Donc, je n'y touche pas. Ce que je peux mettre, moi, c'est sur éteindre. Ça fonctionne. Sur la version Zorin OS, ça fonctionne. Et quand j'appuie sur le bouton d'extinction de l'ordinateur, il va me présenter un menu pour pouvoir éteindre l'ordinateur, soit au bout de 60 secondes, ou soit je clique sur éteindre et l'ordinateur s'éteint. Donc là, c'est intéressant, vous avez 60 secondes pour ventiler votre ordinateur si vous avez un portable avant qu'il ne s'éteigne automatiquement. Alors, pour l'option qui se trouve ici, mettre en veille, sur Zorin OS, ça ne marche pas, mais sur Ubuntu 20.04, ça fonctionne. J'ai fait les tests pour passer en veille sur l'ordinateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 10 minutes, mon ordinateur va passer en veille, et ça fonctionne. Je vais remuer la souris et l'ordinateur va se rallumer. Je n'ai pas de problème sur la veille automatique, j'ai seulement un problème sur la veille qui se trouve ici lorsque j'appuie sur le bouton d'extinction de l'ordinateur. Afficher le pourcentage de la batterie. Donc la batterie se trouve ici. Alors voilà pour le menu énergie. Les écrans, donc là vous allez pouvoir configurer votre écran. Alors ce qui est intéressant, c'est le mode nuit qui se trouve ici. Alors le mode nuit qui se trouve ici, c'est pour passer l'écran qui va changer de couleur. Bon, je crois qu'à la vision ça ne fonctionne pas, mais en gros vous pouvez faire des essais ici et vous verrez que dans la soirée, votre ordinateur va changer de couleur, que vous pourrez régler ici au niveau de moins chaud et plus chaud. Donc ça, c'est à vous de tester, hein, et vous verrez que dans la soirée, votre écran d'ordinateur va petit à petit changer de couleur et évoluer. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le menu qui se trouve ici au niveau des thèmes. Le thème qui est ici, c'est pour passer de noir en blanc, ce n'est pas le même thème que vous allez trouver sur le mode nuit qui se trouve ici. Le mode nuit ici, c'est un petit peu différent, ce n'est pas la même chose que le menu que nous avons eu précédemment. La mise à l'échelle fractionnaire, donc ça peut être intéressant de l'activer si vous envoyez votre écran d'ordinateur sur votre télé, parce que votre télé est souvent avec une superbe définition, et là l'affichage des caractères sont souvent trop petits et vous n'arrivez pas à lire, donc vous pouvez jouer ici sur l'échelle fractionnaire de votre écran. Souris et pavé tactile, donc là les menus sont complets, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le défilement au bord, alors pays et langue, donc il faudra passer par ce menu, hein, c'est assez classique, pour avoir tous les menus qui passent en français sur votre distribution. Donc il suffit de cliquer sur gérer les langues, vous allez voir, il va vous dire que la prise en charge de la langue n'est pas complètement installée, vous faites installer. Donc en fin de compte, c'est ce menu là qu'il faut lancer dès le départ après l'installation de votre distribution Ubuntu sur votre ordinateur. Il faut trouver ce menu et ensuite au redémarrage de l'ordinateur, généralement ce sera plutôt au redémarrage, vous aurez toute votre distribution qui sera en français. Alors l'accessibilité, alors là nous avons quelques menus intéressants. Par exemple, si vous trouvez que les caractères sont un petit peu petits, vous pouvez mettre sur grand texte et voilà, ça passe automatiquement sur grand texte. Donc ça c'est intéressant cette option. Et contraste élevé, donc là les contrastes élevés, si je prends un exemple sur l'explorateur de fichiers qui se trouve ici, si je clique les contrastes élevés, c'est que tout va passer en noir et blanc. Hop, l'explorateur de fichiers est ici, voilà, tout était passé en noir et blanc. Si vous applications par défaut, alors là c'est là que vous allez pouvoir mettre vos applications par défaut. Alors ce qu'il est intéressant de mettre ici à la place de logiciel vidéo, il faudra installer le logiciel VLC pour pouvoir lire toutes les vidéos sans souci. Il faut absolument installer le logiciel VLC. Alors là, si vous avez un souci d'affichage de l'heure pour la synchronisation, c'est ici qu'il faudra jouer sur les menus. Mais personnellement, je n'ai pas de souci sur la distribution. Elle est à l'heure et nous n'avons pas de problème. Alors à propos,
Là, nous avons la configuration de l'ordinateur. Le nom du système, c'est Zorin OS 16 en 64 bits. Et là, nous sommes en système de fenêtrage X11. Alors, j'ai testé le fenêtrage Wayland qui se fait au démarrage de l'application. Et ça fonctionne, sauf pour la capture d'écran, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, nous avons un menu pour un accès direct à mise à jour des logiciels. Alors, nous allons cliquer sur la mise à jour des logiciels. Donc, le logiciel était déjà lancé. Il est déjà en raccourci ici. Mises à jour sont apparues depuis Zorin OS 16 est sorti. Donc ça, il faudra bien sûr faire les mises à jour. Une fois que vous commencez à faire le tour des paramètres, vous allez sûrement passer par ce menu-là. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur paramètres. D'abord, voir comment est configurée la distribution. Alors, commencez par l'onglet de gauche, logiciel Zorin. Alors là, tout est coché, donc c'est normal, rien d'exceptionnel. Et téléchargé depuis le serveur France. Alors, moi, je vous conseille de rester sur le serveur de la France, si vous voulez que ça fonctionne et ne pas avoir de soucis de mise à jour. Autre logiciel, et là, c'est là où vous allez un petit peu râler. Donc moi, dans les autres logiciels, comme vous allez le constater, donc vous laissez bien sûr ce qui est coché, et ici, vous allez voir que nous avons des PPA. Alors les PPA, c'est quoi? C'est des PPA de Zorinos. Vous voyez, Zorinos, tous les PPA qui sont là, ce sont des PPA de Zorinos. Donc, personnellement, je déconseille les PPA, mais là, ce sont des PPA qui ont fournis par Zorinos. Donc, c'est la distribution que nous utilisons. Donc, il n'y a pas de souci à utiliser des PPA qui sont associés à la distribution, puisque l'intérêt de ZorinOS, c'est d'avoir un système stable et fonctionnel. Donc, ils vont automatiquement bien gérer leur PPA et mettre à jour le système. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons certains logiciels qui sont plus à jour que d'autres, puisque nous avons par exemple le logiciel de bureautique qui se trouve ici et qui s'appelle LibreOffice Writer par exemple. Et LibreOffice Writer n'est pas la même version que dans Ubuntu 20.04. Dans les options, alors ici je vais faire quelques modifs. Nous avons interface utilisateur ici. Alors je vais modifier l'interface utilisateur. Et nous avons la barre d'outils standard. Je vais choisir la barre d'outils standard pour revenir à quelque chose que je connais. Et vous pouvez faire appliquer partout, c'est-à-dire qu'il va l'appliquer à tous les menus. Alors moi, je vous conseille de faire appliquer à Writer déjà pour voir ce qui se passe. Et voilà, je vais faire fermer. Et là, je suis revenu à une barre de menu classique que je connais. Le fichier d'aide est ici. Et si je vais dans à propos de LibreOffice, vous allez voir que nous sommes à une version 7.1.5.2. Ça, c'est la dernière version de LibreOffice, c'est parce que dans la Logitech, nous utilisons un PPA. Donc, pas de souci de PPA sur cette distribution. Bien sûr, si vous installez d'autres logiciels qui sont en version PPA, comme je prends un exemple de Vivaldi que j'avais installé en PPA sur mon ordinateur fixe, il m'a envoyé un message hier comme quoi il n'arrivait pas à faire les mises à jour. J'ai juste désactivé le PPA de Vivaldi et l'ordinateur s'est mis à jour. Bon, le lendemain, le PPA s'est réactivé et ça a fonctionné. Mais je vous signale que les PPA, de temps en temps, peuvent poser souci. Sauf ici, puisqu'ils sont gérés directement par Zorinos. Les mises à jour. Alors, les mises à jour, ici, on ne touche à rien. Comme ça, ça fonctionne et vous n'aurez pas de soucis. Alors, on ne peut pas, a priori, passer d'une version Zorin OS 15 à la version Zorin OS 16. Bon, en fin de compte, c'est aussi bien, ça évite les plantages et on a une distribution qui fonctionne. Alors ici, ce n'est pas traduit. C'est la seule option que j'ai trouvée qui n'est pas traduite dans ce logiciel. On voit qu'il y a dû laisser aller. Ça manque de finition. Ici, on ne touche à rien. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Les authentifications, on n'y touche pas. Et les pilotes additionnels, il faudra cliquer quand même ici pour voir si vous avez des pilotes propriétaires qui sont installés. Vous verrez. Moi, sur mon ordinateur, pour l'instant, je n'en ai pas. Et ça fonctionne très bien comme ça. Alors, je vais faire installer les mises à jour, redémarrer l'ordinateur et nous allons voir que tout est passé en français par la suite. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, je viens de redémarrer l'ordinateur. La consommation à vide, c'est à peu près 1 Go. 1 Go 11, bon, je n'ai pas attendu les 3 minutes réglementaires, mais en gros, nous sommes autour d'une consommation de 1 Go de mémoire vive à vide. Et là, j'ai lancé le logiciel VocoScreen qui tourne en arrière-plan et on est à 1 Go 46. Nous avons fait donc le tour des mises à jour et des paramètres du logiciel et comme vous allez le voir, si je lance mon navigateur internet, maintenant j'ai bien la traduction du logiciel. Donc pas de souci de ce côté-là, vous aurez tout le système qui sera en français. Maintenant, nous allons faire un petit peu le tour des logiciels qui sont installés. Si je prends par exemple dans accessoires, je clique sur carte
Et là, nous allons avoir un logiciel de cartographie. C'est le logiciel de cartographie OpenStreetMap que vous allez avoir en tâche de fond. Là, je peux faire un calcul d'itinéraire, basculer vers l'itinéraire. Je vais faire Quimper-les-Bretagnes et je vais donner la destination. Alors, par contre, il faudra faire attention ici parce qu'au départ, j'étais connecté sur à pied. Bon, allez jusqu'à Champs-Rousse à pied. Ça va prendre un petit peu de temps, surtout qu'il nous fait passer par Belle-Île. Alors, je vois pas trop pourquoi il nous fait passer par Belle-Île pour aller jusqu'à Champs-Rousse. Mais bon, ça va vous occuper un moment pour aller jusqu'à Champs-Rousse qui se trouve juste après Grenoble ici. Alors, il faudra 180 heures pour aller à pied. À vélo, il va faire le calcul. Bon, on passe un petit peu plus haut en vélo et là, on va mettre 60 heures. En voiture, donc il fait le calcul d'itinéraire aussi. Alors bon, ça sera à tester. Mais déjà, ça peut vous donner une idée du trajet à utiliser pour aller jusqu'à Champs-Rousse, par exemple. Et ça vous donne les horaires à peu près, temps estimé 9h22. Dans les accessoires, nous avons le logiciel fichier. Alors le logiciel fichier, bien sûr, c'est l'explorateur de fichiers que nous allons voir ensemble ce qu'il y a d'intéressant dans ce logiciel. Hop là, je vais agrandir en grand et j'ai par exemple ici ma clé USB qui se trouve ici. Je vais explorer ma clé USB. Là, c'est un fichier que je ne dois pas perdre mais que je vais copier et que je vais mettre sur le bureau. Ici, hop, je vais le coller. Et là, comme on peut le voir sur ma clé USB, maintenant que j'ai copié mon fichier, je peux faire un clic droit directement sur la clé USB et je peux la formater. Et là, ça fonctionne. Alors des fois, on a l'option qui est sur Ubuntu 20.04, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai jamais réussi à formater directement depuis l'option qui se trouve ici. Et là, ça fonctionne. Je vais mettre 2x, par exemple, 2x data, pour vous montrer que ça fonctionne. Et là, je vais la formater pour l'utiliser en format NTFS. C'est le plus pratique, c'est de formater en format NTFS pour pouvoir l'utiliser sur différents ordinateurs. Et là, c'est parti. Et comme vous le voyez, XX data, la clé USB a été formatée. Alors, cet explorateur de fichiers. Donc, nous avons bien sûr le dossier personnel qui se trouve ici en liste ou en icône. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est plutôt les icônes. On peut agrandir un petit peu les dossiers, comme vous le voyez ici. Ranger, différents types de rangements sont possibles. Et dans le menu que nous avons ici, il est possible d'afficher les fichiers cachés. Dans votre dossier personnel, vous avez souvent des fichiers cachés qui sont rangés ici. Ensuite, dans les préférences, ce qu'il est possible de cocher. Moi, personnellement, dans les options du comportement, je fais un simple clic pour ouvrir les éléments. C'est ce que je configure. Généralement, c'est plus simple à utiliser et plus rapide. Ensuite, c'est du classique. On peut afficher le type de fichier, l'âge, la date d'accès, les dates de modification. On peut rajouter des options pour avoir des onglets et des colonnes supplémentaires dans les listes. Alors, rechercher et aperçu. Alors là, il est intéressant de cocher certaines options pour que le logiciel recherche sur tous les emplacements. C'est ce que je vous conseille de faire pour que l'ordinateur ne surfe pas seulement que sur l'ordinateur, mais aille explorer tout ce qui est connecté pour pouvoir rechercher des documents sur votre réseau ou sur votre ordinateur. Donc là, je vous conseille de cocher cette option, tous les emplacements. Vignettes, tous les affichés. Donc vous pouvez aussi cocher tous les affichés, comme ça quand vous ferez des recherches sur des emplacements qui ne sont pas sur votre ordinateur, il affichera quand même les vignettes qui sont sur des ordinateurs distants. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de cette option parce que j'ai un serveur NAS, donc tout n'est pas sur l'ordinateur, mais des fichiers se trouvent sur le serveur NAS, et avec cette option, je vais pouvoir explorer mon serveur NAS avec cette option. Je crée un dossier vidéo OK, par exemple. Voilà. Là, j'ai un dossier qui s'appelle vidéo OK, et si je vais dans mon dossier vidéo OK, je peux faire un clic droit et ajouter au signet. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est très pratique pour avoir un raccourci directement ici dans les menus. Si je viens sur mon dossier personnel, vous voyez, le vidéo OK est resté présent et je peux avoir accès directement à mon vidéo OK. Alors, si je vais dans à propos de fichiers, alors il est intéressant de savoir le nom du logiciel que vous utilisez pour l'explorateur de fichiers. Ça fait partie des choses à connaître. Donc, il s'appelle Fichier. En fin de compte, c'est l'ancien logiciel Nautilus. Donc, c'est le même logiciel qui est utilisé sur Ubuntu 20.04. C'est le même explorateur de fichiers. Le petit bonus, c'est que cette option ici, là, formater, fonctionne sur ce logiciel. Alors, vous pouvez aller dans Propriétés, avoir accès aux permissions. Là, c'est pareil, c'est intéressant d'avoir les options ici.
Ça, c'est pour l'explorateur de fichiers. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, ici, nous avons un éditeur de texte. Alors, il est toujours intéressant de savoir quel éditeur de texte vous avez sur votre distribution. Et là, je clique sur éditeur de texte. Je vais sur le menu ici et je fais à propos de l'éditeur de texte pour avoir le nom de l'éditeur de texte. Ici, il s'appelle Gedit. Alors, à quoi ça sert exactement? Internet, je vais taper libre à Quimperlé. Pourquoi savoir le nom de votre éditeur de texte? Eh bien, c'est très simple. De temps en temps, vous avez des commandes que je vous demande de lancer sur votre ordinateur, moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, et il va vous demander de lancer une commande qui ressemble à ceci. Sudo, par exemple, sudo gedit etc fstat. Donc sudo, c'est pour passer en super utilisateur, et gedit, donc c'est pour lancer le logiciel Gedit. Comme j'utilise ici le logiciel Gedit, donc je ne vais pas avoir de souci avec la commande, puisque je vais lancer le logiciel qui correspond au logiciel qui est installé sur ma distribution. Voilà les différents éditeurs de texte. Donc nous avons Gedis, Mousepad qui se trouve sur XXCE, Leafpad qui se trouve sur l'Ubuntu, Pluma sur Ubuntu Mate par exemple. Donc c'est différents éditeurs de texte qui ne sont pas les mêmes suivant les distributions. Donc voilà pour le principe des éditeurs de texte. Nous allons faire maintenant un petit tour dans la bureautique et nous avons vu évolution, l'agenda, bon c'est du classique, c'est un agenda qui est préinstallé dans la distribution. Pour l'infographie, nous avons GIMP qui est préinstallé, c'est le GIMP et c'est une version récente, c'est 2.10, donc pas de souci avec ce logiciel. En Internet, bon, rien d'extraordinaire, vous avez votre navigateur Firefox qui est installé d'origine. Les jeux, nous avons quelques jeux qui sont préinstallés. Et dans les outils système, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les applications au démarrage. Alors, ce logiciel n'est pas très pratique à utiliser. Une amélioration qui pourrait être faite sur ce Zorin OS, c'est mettre une autre application pour gérer les applications au démarrage. Le logiciel disque, donc c'est du classique. Nous avons le logiciel disque ici et je peux faire des montages automatiques. Alors, un petit point sur les montages automatiques. Je vous ai déjà fait un tuto sur le montage automatique, mais ici je vais vous donner une astuce pour améliorer encore le fonctionnement du montage automatique. Alors, ce que vous avez en haut ici, c'est un menu pour le disque. C'est pour le disque entier. Formater le disque, créer une image disque, restaurer. Ça, c'est pour le disque entier. Là, ce qui m'intéresse, c'est la partition data. Donc, je vais sur la partition data et je vais faire un montage automatique sur la partition data. Alors, c'est très simple. Je vous ai déjà expliqué un petit peu le principe de fonctionnement. Je clique sur la roue dentée ici, modifier les options de montage. Je modifie les options de montage et réglage par défaut de la session utilisateur. Je décoche ici. Et là, le montage qui me proposait, c'est celui-ci, montage mount. Alors, le mount, en fin de compte, j'ai fait des essais. Ça fonctionne très bien quand vous n'avez qu'un seul système sur votre ordinateur. Avec un deuxième système, ça fonctionne aussi. Mais pour que ce soit plus pratique, je vais préférer utiliser un autre montage. Alors, il y a deux types de montage. Le montage mount, MNT, ou le montage média. Et moi, je vais utiliser plutôt le montage média. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon point de montage depuis n'importe quelle distribution que je vais utiliser. Alors ça, c'est très pratique. Ensuite, le numéro ici, bien sûr, je vais le changer. Et je vais mettre data. Puisque ma partition s'appelle data, je ne veux pas faire très compliqué, je vais mettre le même nom. Le plus simple, c'est d'utiliser un montage média et d'utiliser le même nom, c'est-à-dire data, vu que ma partition s'appelle data. Et je fais valider. Ici, je valide mon mot de passe. Et voilà, ma partition ici qui s'appelle data sera montée dans la partition média. Et si je clique ici, voilà, le monter sur media/data. Alors, je vous conseille en fin de compte d'utiliser le montage média, car vous allez pouvoir utiliser la partition qui se trouve ici et qui s'appelle data depuis n'importe quelle distribution que vous utilisez. Si je prends ici la partition qui se trouve ici, où j'ai installé Ubuntu 20.04, je vais pouvoir faire la même chose avec le montage ici et utiliser la distribution, puisque dès que je double-clique sur la partition data, elle va être montée en tant que média et non pas en tant que mount. C'est ça un petit peu la différence, c'est que j'utilise la Xubuntu, je fais un double-clic sur la partition data, la partition data sera automatiquement montée avec un /media data. C'est ça la solution que j'ai trouvée pour faire un montage qui fonctionne depuis toutes les distributions. Alors il est possible de configurer le menu principal qui se trouve ici.
Je clique dans menu principal et comme vous le voyez, le menu qui se trouve ici dans les accessoires par exemple, c'est ce que j'ai coché, carte, fichier, éditeur de texte, horloge, météo et je peux donc en rajouter d'autres si cela m'intéresse. Donc je peux par exemple rajouter dans les accessoires la calculatrice. On va regarder tout de suite dans les accessoires, voilà, la calculatrice est disponible et si je la décoche, là je l'ai décoché, je retourne dans les accessoires et voilà, la calculatrice est disparu. Donc c'est assez facile à utiliser. Si je prends l'exemple de logiciel qui s'appelle HTOP outil système, le logiciel HTOP se trouve ici et je peux faire propriété. Là vous voyez j'ai le nom du logiciel qui s'appelle HTOP. Donc c'est ce que j'ai essayé de rentrer dans le logiciel qui se trouve ici. Application au démarrage. Je me suis dit je vais prendre les informations qui sont dans le launcher ici, HTOP, System Process System. Je l'ai fait ici, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à démarrer le HTOP en mode automatique. Bon, je suis pas très doué non plus en ligne de commande, donc il ne faut pas trop m'en demander. Ensuite, nous avons le menu des paramètres, c'est ce que nous avons vu, c'est les paramètres de GNOME. Les pilotes additionnels, donc ça c'est un accès direct aux pilotes additionnels, donc ça peut être intéressant d'aller le voir, mais c'est le menu que nous avons vu tout à l'heure, pilote additionnel. Ensuite, nous arrivons bientôt à la fin de cette présentation. Nous avons Brasero pour la gravure de disque, Cheese c'est la caméra si vous avez une caméra sur votre ordinateur, PTV c'est pour le montage vidéo, mais ce que je n'utilise pas, j'utilise Caden Live. Vidéo, donc ça c'est le logiciel de lecture vidéo, mais que je crois qu'il ne fonctionne pas, c'est ce que nous allons voir tout de suite d'ailleurs. Ou en MKV, là c'est la MKV, on va lancer celle-ci par exemple, hop, ça fonctionne. Donc j'étais une mauvaise langue, je crois que c'est peut-être les fichiers en MP4 qui ne fonctionnent pas. Je vais allez, le jardin, c'est que du MP4 ici, je double-clique, et si, ça fonctionne. Voilà. Donc je suis une mauvaise langue, vous n'êtes peut-être pas obligé d'installer VLC, le logiciel va peut-être fonctionner directement. Donc si vous n'avez pas besoin de VLC, ça ne sera pas besoin de l'installer. Mais si vous avez un souci sur des lectures vidéo, ne pas hésiter à installer le logiciel de VLC. Vocoscreen, on a vu. Les utilitaires. Alors, qu'est-ce que nous avons d'intéressant ici? L'analysateur de l'utilisation des disques. Alors ça, c'est intéressant à utiliser de temps en temps pour voir si votre système n'est pas saturé au niveau du disque, pour savoir qu'est-ce qui prend beaucoup de place sur votre ordinateur. Ça sera une analyse de votre système et là on le voit, le plus gros fichier se trouve ici, c'est un fichier lib. Donc c'est intéressant à regarder ce logiciel d'analyse des disques pour voir quel fichier va prendre le plus de place sur votre ordinateur. Ensuite, dans les utilitaires, nous avons le logiciel disque, nous avons un gestionnaire d'archives, c'est pour les fichiers compressés. Et qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Numérisation de documents, c'est pour scanner vos documents si vous avez un scanner. Nous allons maintenant tester le dernier logiciel qui s'appelle Sauvegarde. Alors, je n'utilise pas ce logiciel, mais je vous montre quand même comment ça fonctionne. Alors ici, on peut activer le logiciel. On va choisir le dossier à enregistrer. Donc le dossier à enregistrer, donc ça sera sûrement configuré sur le dossier personnel. Là, je peux faire le sélectionner, faire moins et supprimer le dossier personnel, en ajouter un autre. Par exemple, je vais sauvegarder mon dossier image qui se trouve ici. Je fais ajouter, voilà, j'aurai le dossier image qui va être sauvegardé. Ensuite, dans les dossiers à ignorer, le dossier téléchargement va être ignoré. L'emplacement de stockage. Maintenant, je vais choisir l'emplacement de stockage parce qu'en fin de compte, il va choisir un stockage dans le Google Drive. Ici, je ne vais pas choisir le Google Drive, je vais choisir le dossier local. Dossier local. Ici, j'avais déjà préparé une sauvegarde, mais je vais vous montrer comment ça se passe. On va choisir un dossier. Pour cela, je vais aller dans mon dossier data, donc qui se trouve ici, mon dossier data. Alors le principe, c'est de sauvegarder sur un autre disque dur, mais là, je vais sauvegarder dans le dossier data pour vous montrer un exemple. Mais la chose que je vous conseille de faire dès le départ, c'est d'aller dans votre dossier data, là où vous allez créer votre sauvegarde ou mettre votre sauvegarde. Donc là, je vais dans mon dossier data et à l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler ce dossier sauvegarde Zorin et je fais créer. Voilà, j'ai créé un dossier sauvegarde Zorin et vous allez voir qu'il est intéressant de créer un dossier. Ensuite, je vais pouvoir sauvegarder mes datas, choisir un dossier ici, sauvegarder dans sauvegarde Zorin et je fais OK. Voilà, mon dossier /media data sauvegarde a été créé. Donc l'intérêt de créer un point de montage en média, c'est qu'il sera toujours disponible depuis un logiciel quelconque que vous avez utilisé sur votre ordinateur. Si vous utilisez GIMP, vous allez pouvoir accéder au dossier média
et au dossier Mount aussi. Mais l'intérêt du dossier média, c'est qu'il sera disponible depuis plusieurs distributions sans avoir à modifier votre système. Maintenant que nous avons ajouté un dossier de sauvegarde, je vais faire une planification. Il est possible de planifier chaque semaine indéfiniment pour sauvegarder les fichiers. Sur la vue d'ensemble, nous allons démarrer la sauvegarde. Ici, je clique sur sauvegarder. Là, il prépare la sauvegarde. Demander un mot de passe. Permettre la restauration sans mot de passe. Alors moi, je vous conseille de permettre la restauration sans mot de passe, parce que déjà, quand on fait une restauration, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et si en plus vous perdez votre mot de passe, bon là, c'est le pompon. Voilà, la sauvegarde est terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc si je vais sur mon explorateur de fichiers, dans mon dossier qui se trouve ici, qui s'appelle Data, j'ai mon dossier sauvegarde Zorin. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs fichiers qui ont été créés. Donc c'est pour ça que je vous conseille de créer un dossier exprès pour la sauvegarde, pour ne pas vous retrouver avec plein de fichiers répartis un peu partout sur votre ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est possible de restaurer la sauvegarde. Alors pour cela, je vais prendre un exemple. Je vais aller sur mon bureau, dans mon dossier images qui se trouve ici, et je vais supprimer les images. Voilà, je supprime les images qui sont dans mon dossier ici, et je vais donc restaurer la sauvegarde. Pour cela, je clique ici sur restaurer. Restaurer depuis un emplacement, donc depuis le dossier local, et je vais chercher donc mon dossier de sauvegarde qui se trouve ici, Data, sauvegarde Zorin. Je fais OK, et je fais suivant. Il recherche les sauvegardes qui sont présentes dans le dossier. Ici, il me présente des dates, donc vous pouvez choisir avec plusieurs dates, et je fais suivant. Restaurer les fichiers vers leur emplacement d'origine. Donc ça, c'est ce que je vais faire, comme ça, il va les restaurer directement dans mon dossier images. Je fais suivant. Emplacement de la sauvegarde est ici, emplacement d'origine, et je fais restaurer. Ils ont été restaurés avec succès. Fermé. Si je vais consulter maintenant mon dossier images qui se trouve ici, je vais retrouver mes images qui ont été restaurées. Donc ce logiciel est assez pratique à utiliser, à tester bien sûr, mais comme vous pouvez le constater quand je consulte ma sauvegarde qui est créée et qui se trouve dans le disque data, ici je ne peux rien faire avec ces fichiers. Il faut automatiquement utiliser le logiciel qui s'appelle sauvegarde. C'est un petit peu ça l'inconvénient de ce logiciel, c'est qu'il faut utiliser un logiciel pour récupérer sa sauvegarde. Alors, je crois que nous avons fait le tour de cette distribution. Nous avons fini par les utilitaires et je vais donc pouvoir conclure sur cette distribution et vous donner mon avis. Est-elle à conseiller pour les débutants? Eh ben, je dirais que non, parce qu'en fin de compte, je n'aurai plus rien à faire, plus besoin de faire de tutos. Avec une distribution comme ça, il est inutile de faire des tutos. Tout fonctionne correctement dès le départ. Donc, si je la conseille à un débutant, il va être aussi bon que moi. Vaut mieux conseiller une KDE avec plein de paramètres à configurer. Une fois que le manchot aura bien foutu le bordel dans sa distribution, il pourra nous demander de l'aide. Et à ce moment-là, je vais servir à quelque chose pour pouvoir lui faire des tutos et lui expliquer comment ça marche. Mais là, sur la Zorin OS, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment être neuneux pour ne pas savoir utiliser cette distribution. Ensuite, la seule différence que je trouve avec Ubuntu 20.04, c'est que la Ubuntu 20.04 est prévue pour fonctionner pendant 5 ans avec des mises à jour sur le long terme. Là, si je consulte pour la Zorin OS DistroWatch, alors quand je vais sur DistroWatch, je tape Zorin OS, et là, je vois que la distribution est basée sur une Debian et sur Ubuntu LTS. Donc, elle est basée sur Ubuntu LTS version 20.04. Elle est d'origine d'Irlande et nous avons un bureau GNOME et un bureau XFCE. Là, nous avons testé bien sûr l'environnement GNOME. Et comme on peut le voir, elle existe depuis déjà 2009. Il y a eu plusieurs versions qui ont évolué. Et si je regarde un petit peu l'évolution de la distribution, on a à peu près une distribution tous les 2 ans. 2015, 2016, 2016 à 2018, il y a 2 ans, 2018 à 2020, nous avons 2 ans, et nous aurons sûrement de 2021 à 2023, je pense, une version de Zorin. Et comme on peut le voir ici, nous n'avons pas la fin de vie. C'est-à-dire que cette distribution-là sera mise à jour entre quelques temps, mais il faudra sûrement, pour la mettre à jour, installer la nouvelle version de Zorin OS 16.
Mais de toute façon, c'est ce que je conseille de faire, de faire une réinstallation propre d'une distribution plutôt que de faire une mise à niveau. Ubuntu est prévu pour fonctionner pendant 5 ans sans mise à niveau. Vous allez rester sur la version Ubuntu 20.04 jusqu'en 2025 et c'est ça qui est intéressant sur Ubuntu, c'est que vous avez des mises à niveau sur 5 ans. Ici, en gros, vous aurez des mises à jour sur 2 ans facilement. Mais ce n'est pas un souci pour moi, Je trouve que même cette distribution est plutôt pratique à utiliser. Alors, le problème de cette distribution, c'est qu'elle remplit justement tous les critères que je m'étais donné pour une version de Linux. Elle est conviviale, elle est accessible, elle est facile à configurer, elle est réactive et fonctionne parfaitement. Je pense que c'est la distribution que du bonheur que vous pouvez installer sans problème. Il faudra donc prévoir tous les 2 ans de la réinstaller. Mais je vais faire des tests, je pense qu'une réinstallation sans avoir à tout formater est possible. Je ferai des tests pour voir si cela ne pose pas vraiment de soucis. Mais comme je vous l'ai dit, dans d'autres tutos, je ne fais plus de home séparé, car ce n'est plus vraiment utile. On peut faire une réinstallation sans formater le disque dur. On récupère toutes nos données qui sont sur les disques durs, on récupère même toute la configuration de vos paramètres, et vous réinstallez quand même la distribution. Je vous ferai sûrement un test pour vous montrer comment ça se passe et comment réagit l'ordinateur quand on réinstalle une distribution sans formater le disque dur. Maintenant, je vous dis kenavo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera l'épisode 3, un nouveau concept que je mets en place que j'ai appelé test de charge, Arbresoned Alcotest. Allez, à bientôt!